En 1984, deux hommes belges, Jean Van Ham et William Vance, vont publier le premier tome de leur bande dessinée, 13. Dans celle-ci, on peut y suivre les aventures de Steve Rowland, un homme amnésique qui se retrouve malgré lui au cœur d'un complot visant à instaurer une dictature aux États-Unis. Grâce à l'aide de ses amis, notamment le général Carrington et le major Jones, il réussit à démanteler ce complot. Le cinquième tome, baptisé Rouge Total, paru en novembre 88, fait office donc du dernier tome que reprend l'histoire du jeu. Néanmoins, la BD continue aujourd'hui de se faire écrire, grâce à l'écriture de Yves Sand et au dessin de Yuri Jigounov et Bruno Tati. La bande dessinée ayant connu un fort succès, elle a tout naturellement été adaptée en jeu vidéo. Sorti en août 2003, ce jeu, l'un des premiers en cel shading et développé par Ubisoft, a aussi été un carton. Salut à tous, c'est Louo et laissez-moi aujourd'hui vous présenter le jeu vidéo 13 dans une analyse qui j'espère vous plaira. Alors parlons du synopsis en premier temps. Notre histoire commence sur une plage et notre personnage amnésique est recueilli par une sauveteuse. Là, on constate directement la première incohérence avec la bande dessinée, c'est-à-dire que dans la BD, c'est pas une sauveteuse qui vient de le récupérer, mais c'est un couple de retraités. Sauf qu'au final, le résultat c'est le même, c'est-à-dire qu'ils finissent tous les deux aussi troués que des chaussettes en fin de vie. On sort donc du poste de secours où on nous avait amené la sauveteuse avec une clé en poche, celle d'un coffre dans une banque qui s'appelle la Winslow Bank à New York. Apparemment, notre personnage semble avoir quelque chose à y faire car cette clé était dans sa poche avant qu'il s'évanouisse sur le bateau. 13 se rend donc à la banque. Il a un flashback de lui en train de déposer une bombe dans le coffre qui explose dès que le coffre sera réouvert. Donc en réouvrant le coffre, la bombe explose. Et la banque se met en état d'urgence. Des criminels rentrent dans la banque pour essayer de tuer 13 pour leur chef qui se nomme la Mangouste. 13 parvient tant bien que mal à s'extirper de la banque mais est très vite arrêté par le colonel Amos du FBI. Celui-ci le met en état d'arrestation car notre personnage est accusé d'avoir assassiné le président de la République, William Sheridan. Arrivé dans les bureaux du FBI, le colonel Amos montre des vidéos et des images de notre personnage avec un fusil de sniper à la main en train de tuer le président de la République. Problème, notre personnage, qui se nomme Steve Rowland, a été tué il y a 2 ans lors d'une mission au Mexique. Étrange. Les hommes de la Mangouste font à nouveau exploser le bâtiment du FBI et donc le colonel Amos et ses 2 gardes s'enfuient du bureau, nous laissant seuls. À travers la fenêtre du bureau, le major Jones, la femme du flashback, appelle 13. Elle lui tire sur ses menottes et lui indique qu'il faut absolument qu'il la rejoigne sur les toits du FBI, en lui interdisant de tuer les agents du FBI. Petite pause dans le synopsis. Là, vous devez sûrement vous demander, ouais, wow, pourquoi notre personnage s'appelle 13, blablabla. Mais laissez-moi un peu vous expliquer. Dans le flashback, on apprend qu'il y a une conspiration de 20 membres qui essayent de tuer le président, tous cachés derrière des numéros. Notre personnage, donc, Steve Rowland, porte le numéro 13. Le plus influent étant le numéro 1 et le moins influent le numéro 20. Tous les membres de la conspiration sont des membres importants des États-Unis. Des généraux de guerre, des hommes politiques, des médecins. Pour se reconnaître, ils utilisent tous un tatouage qu'ils portent sur la clavicule avec leur numéro inscrit dessus. Donc là, visiblement, notre personnage fait partie de cette conspiration en jugé par le tatouage qu'il porte sur sa clavicule. Pourtant, la femme du flashback persiste à dire que non, et c'est assez étrange. Il y a une preuve matérielle que notre personnage est impliqué. On a vu des photos, il y a un tatouage. Alors pourquoi elle persiste à dire que notre personnage est innocent? Une fois arrivé sur les toits du FBI, la femme, le major Jones, apprend à notre personnage que de 1, il est innocent, mais qu'en plus de 2, il était en mission pour le général Carrington lorsqu'il a été abattu et laissé pour mort sur le bateau. Elle lui explique aussi que seul le général Carrington peut prouver l'innocence de notre personnage. Bon, mais parfait alors, il y a juste à aller chercher Carrington. Eh, sauf que non en fait, parce que le monsieur est détenu dans une base militaire au fin fond des montagnes, la Emerald Base, qui est gérée par un certain commandant Standwell. En plus de ça, la base est infestée de soldats d'élite de l'armée américaine, les SPADS, qui sont dirigés par le colonel McCall, ce qui complique encore plus la tâche du numéro 13. Néanmoins, notre personnage arrive quand même à récupérer le général Carrington et lui dit qu'il faut absolument aller voir Kim, qui pourra l'aider à retrouver son passé.
Cette femme s'appelle Kim Roland. Kim Roland, Steve Roland. Et vous voyez où est-ce que je veux en venir. Alors là, attention, parce que les informations qui vont suivre sont capitales pour suivre l'histoire, mais elles sont aussi très compliquées à comprendre, donc accrochez vos ceintures. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, c'est parti. On apprend donc. Steve Roland faisait bien partie de la conspiration en portant le numéro 13. Kim faisait aussi partie de la conspiration en portant le numéro 17. Steve Roland a bel et bien tué le président. Ah, donc le colonel Amos avait raison, c'est bel et bien notre personnage qui a tué le président. Et ouais, mais sauf que non en fait, vous allez très vite comprendre pourquoi. Steve Roland a été trahi par la conspiration et assassiné par un tueur à gages. Comment c'est possible que notre personnage soit toujours en vie alors? C'est là que ça devient chaud, attention. Donc Kim Roland, elle a son mari qui s'est fait tuer par la conspiration. Donc pour se venger, elle a décidé de faire appel au général Carrington, qui a récupéré un ancien soldat d'élite de l'armée américaine pour lui refaire le visage à l'identique de Steve Roland et pour infiltrer la conspiration. Notre personnage, c'est pas du tout Steve Roland, c'est pas du tout le numéro 13, c'est juste un pauvre gars qui a été choisi par un général pour faire le sale boulot à sa place. Après cette discussion riche en révélations, notre personnage, Steve Roland, 13, je sais pas, il sort du chalet où logeait Kim. Car elle se fait attaquer par les hommes de la Mangouste, le fameux tueur à gages qui a tué Steve Roland, qui l'a bel et bien tué, et qui ne comprenait pas comment celui-ci pouvait être encore en vie. Sauf que là, il arrive à s'enfuir, mais une avalanche lui tombe dessus et il perd connaissance. Merde. Il se réveille à l'asile de Plain Rock, dirigé par le docteur Johansson, un lieu pour les fous. Il arrive à s'échapper de sa cellule et il tombe sur le docteur Johansson qui veut le tuer. Quelle vaste blague! 13, il en fait qu'une bouchée et tiens, chelou. Le docteur Johansson avait un 20 tapé sur la clavicule. Ça fait donc un membre de la conspiration en moins. Donc notre personnage il s'enfuit dans le désert et il est récupéré par Jones, la fille du FBI, et elle l'emmène directement dans un camp des Spads car elle sait par une source sûre qu'une réunion avec 3 membres de la conspiration s'y tient. C'est donc une super occasion de découvrir 3 membres de la conspiration pour 13. 13 s'infiltre dans le camp des Spads et découvre l'identité des 3 membres. Le numéro 11, le colonel McCall. Le numéro 7, l'amiral Franklin Edelbright. Et, surprise, le numéro 3, le général Standwell, le même qui détenait le général Carrington dans la base Emerald. En s'enfuyant après avoir écouté la conversation, 13 tombe sur McCall et en profite pour le tuer. Un membre en moins. Il s'en va en utilisant le sous-marin de l'amiral Franklin Edelbright, le numéro 7, et le tue aussi. 2 membres en moins. Il arrive à un port et retombe sur le colonel Amos. Mince. Sauf que là, non, parce que derrière lui, il y a le général Carrington, qui prouve l'innocence de notre personnage auprès du colonel. Notre personnage, dont le vrai nom est Jason Fly, était un soldat d'élite, rival du capitaine des Spads, Steve Roland. Donc là, notre personnage est innocenté. Et il bénéficie même de l'aide du FBI. Et ça tombe bien parce qu'il y a 2 autres membres de la conspiration qui doivent se réunir pour faire passer un document hyper important. Donc on va se rendre à cet endroit pour essayer de les tuer. Le document regroupe le plan pour prendre contrôle du pays, ainsi que le nom de tous les conspirateurs, à l'exception du numéro 1. Ils se rendent donc à l'hôtel et découvrent l'identité de 2 autres conspirateurs, le numéro 9 et le numéro 5. Le numéro 9, c'est ni plus ni moins que Jasper Winslow, le directeur de la banque dans laquelle 13 avait trouvé la mallette. Et le numéro 5, c'est le sénateur Clayton Willard. Dans le document, il est aussi inscrit que les Spads veulent prendre le contrôle du pays lors de l'opération Rouge Totale qui simule un état de guerre. Là, il se rend donc dans le lieu où se retrouvent tous les conspirateurs afin de découvrir l'identité du numéro 1. Sauf qu'il ne voit ni son nom ni son visage, mais c'est une seule chose. L'opération Rouge Totale se déroulera depuis la base de lancement de missiles SSH-1. C'est là que le président temporaire Galbraith sera pour diriger les opérations. C'est l'ultime lieu à aller. Au passage, le FBI, en sortant de l'endroit où se réunissent tous les conspirateurs, en profite pour faire une petite liquidation de tous les membres de la conspiration. Seul le numéro 1, 2 et 3 restent en vie. Vient le jour de l'opération Rouge Totale. Fly réussit à s'infiltrer dans la base militaire, accompagné de Walter Sheridan, le frère du président assassiné et candidat à la présidentielle.
Il y rentre, il liquide un bon nombre de spads et parvient enfin à atteindre la cabine où se trouvent le numéro 2 et 3. Il les tue. Il ne reste plus que le numéro 1 en vie, sauf que le processus d'autodestruction de la base a déjà commencé. Il faut s'enfuir vite. En s'enfuyant de la base, 13, Fly, Steve Rowland, comme vous voulez, il tombe sur la mangouste. Et dans un duel assez sympa, il le tue, une bonne fois pour toutes. Plein de la mangouste. La démocratie est sauvée aux États-Unis, tout va bien, tout se passe bien. Et Walter Sheridan est élu président de la République des États-Unis. Génial, c'est notre pote. Peu d'artifice sur le bateau de Walter, incroyable, trop bien. Sauf qu'il n'y a pas Walter. Donc là, le général Carrington et le colonel Amos nous disent « Mais va le chercher, 13. Vas-y, Fly. C'est la fête. Va le chercher. » Le personnage descend dans le bateau, sauf que... Ah, le bateau, il lui dit un truc. C'est comme s'il était déjà venu. Et là, il entend Walter Sheridan en train d'engueuler Kim Rowland en lui disant qu'elle n'a pas fait son boulot. Quel boulot? Chelou, Walter. Et là, il entend une voix familière qui vient du téléphone du bureau de Walter Sheridan. Cette voix, c'est celle de la mangouste. Il lui dit « Numéro 1, numéro 1, est-ce que vous êtes là ?» Quoi? Donc là, Fly, il rentre dans le bureau de Walter, il chaopine le téléphone. Et là, surprise. Le feu d'artifice n'est peut-être pas à votre goût, Monsieur Fly. Le jeu est en cel shading. C'est un des premiers jeux à proposer cette nouvelle technologie, avec notamment Zelda Wind Waker qui est sorti la même année, tous les deux en 2003. On y retrouve donc les bases du genre du FPS avec des missions couloirs. C'est-à-dire que c'est pas un open world où t'as pas une map que tu peux explorer. C'est t'as une mission, t'as une map pour la mission, tu finis la mission, tu développes une nouvelle mission avec une nouvelle map, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Pour ce qui est du type de mission, on reste sur du assez classique aussi, donc avec des missions d'infiltration, comme donc, comme je l'ai dit, avec le camp des Spads ou le sous-marin de l'amiral. Mais il y a aussi des missions un peu plus... moins fines, je dirais, ou pour un peu plus rentrer dans l'art. T'as une salle, tu tues tout le monde, tu débloques une nouvelle salle, tu tues tout le monde, ainsi de suite. En plus de la quête principale, les joueurs peuvent s'atteler à une petite chasse au trésor à travers toutes les maps du jeu pour trouver des documents dits importants qui en apprennent plus sur le lore du jeu, ce qui est très sympa pour les collectionneurs. Les documents permettent d'augmenter les aptitudes de notre personnage, comme l'apnée ou la discrétion. On peut aussi développer une capacité de notre personnage pour tenir des armes à deux mains. Donc ça marche uniquement sur les petits pistolets et sur les usines. Ces documents ont donc un petit avantage, mais vous pouvez clairement faire le jeu sans, c'est pas du tout un souci. Le jeu dispose d'un arsenal assez développé. On a pour tous les goûts, on a des fusils à pompe qui font un bruit super satisfaisant by the way. On peut se prendre aussi pour un cow-boy avec un petit revolver, on a des 9 mm, des AR, des kalash et même un bazooka. Ballettes, des fusils d'assaut, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a même des armes blanches avec des couteaux de lancer ou même des éléments du décor qu'on peut utiliser comme des chaises, des plateaux ou quoi, et qu'on peut fracasser sur la tête de nos ennemis pour juste les assommer. Tout cet arsenal permet donc une différenciation d'approche et laisse au joueur le libre choix de décider de comment il va utiliser les armes pour diriger son aventure au sein des États-Unis. Soit à la Metal Gear Solid, soit à la Doom. Moi perso, j'ai jamais aimé les phases d'infiltration. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma meilleure armure, mon meilleur casque, et je fonce dans le tas, je tire sur tout le monde, je saute partout, et si je meurs, bah c'est pas grave, je recommence exactement de la même manière. Le jeu devient du die and retry et c'est plutôt sympa. Petit bémol par contre, c'est que notre personnage, quand il est accroupi, il se déplace aussi vite qu'un 6 tonnes retourné à contresens sur une départementale. C'est un enfer. Des fois, quand tu as besoin de passer dans une zone qui est couverte par deux gardes qui font des rondes, t'as même pas le temps de passer à travers que le garde il a déjà fini sa ronde et il te crame alors que t'es sur le chemin. Donc là tu perds la mission, donc tu continues et tu recommences et c'est horrible en fait, c'est un cercle vicieux, c'est infernal. Du coup, pour pas perdre, bah tu le tues, sauf que quand tu le tues, bah ça fait du bruit, du coup ça ramène les autres soldats. Ils soit te tuent, soit vont déclencher l'alarme et tu perds la mission en boucle. C'est infernal en fait. Alors autant foncer dans le tas, ça marche tout aussi bien. Comme j'ai dit précédemment, le jeu c'est en cel shading et attendez.
C'est une technologie qui repose sur un mode d'éclairage non photoréaliste utilisé en synthèse d'image. Je comprends rien à ce que ça veut dire, mais en gros, considérez que c'est un filtre qui habille le jeu et qui le rend plus cartoon. Dans le cadre du jeu 13, qui, je le rappelle, est une adaptation d'une bande dessinée, disposer d'un filtre qui rend les trucs comme une bande dessinée, c'est du pain béni en fait. En plus de ça, les développeurs vont vraiment coder le jeu comme si on était dans une BD. Prenez les armes à feu par exemple. Si vous mettez un headshot avec un sniper ou une arbalète, vous allez voir 3 petites cases qui vont s'afficher. C'est le ralenti de la balle en fait, et c'est hyper stylé. Et il y a plein d'autres petits trucs comme ça qui rappellent cette esthétique un peu BD, et franchement c'est super cool. Pareil pendant les cinématiques, la cinématique en fait elle se fait sous forme de BD en fait. Il y a des cases qui apparaissent avec la suite de la cinématique. Et voilà, il y a plein d'autres trucs comme les bruits des pas qui sont symbolisés sous forme de tap-tap. C'est plein de petits détails comme ça qui renforcent vraiment l'esthétique BD. Les dialogues apparaissent à l'écran sous forme de bulles, les onomatopées sont visibles. C'est génial. Donc tous ces petits détails, ça crédibilise le monde du jeu et l'aspect cartoon. Et franchement, c'était pas monnaie courante à l'époque. On est en 2003, ça se faisait vraiment pas du tout. Et c'est un vrai parti pris qu'ont pris les développeurs. Et franchement, c'est génial parce que c'est hyper bien fait. Ça rend bien. En plus de ça, les journalistes, ils voyaient vraiment pas le jeu faire un carton. En fait, c'est une adaptation simple d'une bande dessinée. Et honnêtement, à part les gens qui avaient joué à la BD, qui sait qui allait acheter le jeu? Et de pas grand monde. Et pourtant, le jeu s'est quand même super bien vendu. Donc les développeurs ont fait taire les journalistes en fait. Donc bravo à eux. Comme le disait jeuxvideo.com, c'est vraiment grâce à sa direction artistique que le jeu il a réussi à plaire en fait. Comme le disait donc jeuxvideo.com en 2002, je vais vous lire ça. Le jeu dispose d'une identité graphique forte qui ne le fait ressembler à aucun autre titre du genre. Et ils ont bien raison en fait, c'est vraiment un jeu unique, avec un scénario unique, qui est repris de la BD, et qui n'est même pas le même exactement que celui de la BD. Donc franchement, même si vous avez fait la BD, même si vous avez lu la BD comme moi, vous pouvez quand même jouer au jeu et découvrir l'histoire et apprécier l'histoire, parce que c'est vraiment bien ficelé, on s'y prend vraiment au jeu, donc c'est vraiment très très cool pour ça. Un autre jeu qui ressemble à 13 par le style graphique, c'est Okami, qui est sorti donc 3 ans plus tard en 2006. Là, il ressemble plus à un style aussi BD, mais là, c'est plus de la BD manga et un peu peint. On ressemble plus à de la peinture, donc c'est même pas exactement la même chose, mais ça y ressemble quand même, et franchement, c'est assez cool. Franchement, Okami, c'est un des grands jeux de tous les temps. C'est génial. D'ailleurs, le cel shading, à l'époque, c'était une technologie novatrice et nouvelle, et donc ça demandait beaucoup de ressources pour être utilisé. C'est pour ça qu'il n'y a que 5 skins d'ennemis de tout le jeu. C'est pas beaucoup, mais bon voilà, t'as les Spads, les soldats de la mangouste, les mecs du FBI. Et voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose de plus. Mais franchement, bon, c'est pas grave. C'est pas ce qu'on attend d'un jeu comme ça. Tant qu'on peut leur tirer dessus, tout va bien. D'ailleurs, petite anecdote, c'était la première fois que Ubisoft utilisait le moteur Unreal Engine pour créer un jeu. De ouf. Bon, ce moteur, il a été connu maintenant, il est très connu de partout. Et donc c'était la première fois qu'il l'utilisait, c'était pour 13. Et franchement, c'est vraiment cool, il est vraiment bien le jeu. Jouez-y, s'il vous plaît. En plus de ça, les décors ils sont vraiment beaux. Les environnements sont très diversifiés. Notamment d'ailleurs à la fin, le manoir de Walter Sheridan, il est magnifique avec la falaise, le coucher de soleil, les fleurs et tout. C'est une très belle zone du jeu. Pour son temps, le jeu est magnifique, donc rien que pour ça, merci. Alors, merci pour l'original, oui, mais pas pour le remake. Alors oui, il y a eu un remake qui est sorti en 2020. Pas une bonne expérience, il a été développé par Microids. Voilà, donc déjà pour ceux qui connaissent pas Microids, c'est une entreprise qui développe des jeux vidéo. Sauf que c'est Microids quoi, ils ont sorti très grands jeux comme Fort Boyard le jeu, Titeuf Mega Compete, que des masterclass. Donc le jeu quand il est sorti il était blindé de bugs, c'était moche, ils ont essayé de reprendre ce truc cartoon BD, que ça marchait dans l'original, mais là ça marchait pas du tout, c'était moche, c'était laid, les personnages étaient moches, il n'y avait pas d'animation, c'était vraiment dégueulasse. Le jeu était blindé de bugs, donc avec des missions qui se lancent pas, des persos qui arrêtent de bouger. La direction artistique, donc ça fait 2 minutes que vous en dit ouais c'est trop bien et tout, là elle a été complètement désactivée, c'est-à-dire que c'est un autre jeu, c'est une autre direction artistique. C'est un cel shading vraiment trop bizarre pour que ça puisse être comparé à du cel shading, c'est dégueulasse. Donc merci oui pour l'original,
mais jouez pas au remake. Franchement, si vous voulez jouer le jeu, jouez au jeu, prenez le nouveau. Non, pas le nouveau du coup. Non, prenez l'original. Prenez l'original. 13, c'est un FPS, donc First Person Shooter. Et l'histoire du jeu est très rapide. Hein. Si on s'en réfère à Long to Beat, il faut environ 8h30 pour terminer l'histoire principale sur l'original, du coup, pas sur le remake. Il fallait bien trouver un moyen pour que les joueurs restent plus longtemps, parce que 8h30, c'est vraiment pas beaucoup, hein, honnêtement. Et donc du coup, les développeurs, ils ont pensé à un mode multi. Et je vais vous en parler maintenant. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à jouer à 13, j'étais petit. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je jouais à 13 en étant petit. Mais j'étais vraiment nul à chier. C'est-à-dire que je faisais la première mission, la deuxième, et arrivé dans celle des bureaux du FBI, bah, je n'y arrivais pas en fait. Hein. C'était trop dur pour moi. Je savais pas où est-ce qu'il fallait que j'aille. Donc j'ai jamais passé la troisième mission. Et c'est pour ça donc, que quand j'ai découvert qu'il y avait un mode multi, c'était génial. J'ai commencé, j'ai pris mon personnage et j'ai fait ma première partie multi sur un FPS. C'était une partie de capture de flag à la base Emerald. 2 équipes de 3 joueurs, une base chacun. La première équipe qui vole le drapeau de l'autre et qui le ramène dans son camp gagne un point. Le plus de points à la fin de la partie à gagner. C'est simple. Bon, évidemment, c'est pas la seule map disponible. Hein. Il y a le manoir Sheridan aussi, une partie. Et il y a aussi 2 maps exclusives donc à New York. Et une map qui s'appelle Kilowny. Le capture de flag, c'est le mode que j'ai le plus saigné, mais il y en a vraiment d'autres. Hein. Donc, un des plus connus, donc c'est le deathmatch. Donc là, c'est un match à mort. Hein. Vous êtes 4 dans la game et vous devez vous entretuer. Il y a aussi le team deathmatch où là, bon, c'est pareil, mais c'est en équipe. 2 équipes de 3 joueurs. Et voilà. Et c'est cool et on s'amuse. Il y a un troisième mode qui est moins connu des FPS classiques, c'est celui de la faucheuse. Alors là, c'est un peu particulier, mais c'est un mode où sur la map, il y a une faucheuse qui se déplace, une petite entité, et si elle vous touche, vous mourrez. Et le but, c'est d'avoir le plus de points, donc notamment en tuant les autres, mais aussi en tirant sur la faucheuse. Plus vous lui tirez dessus, plus elle va rétrécir et se déplacer vite. Celui à la fin qui la tue, il gagne beaucoup de points, et donc évidemment, encore une fois, celui qui a le plus de points à la fin, il gagne. Dernier mode de jeu auquel j'ai pas beaucoup joué parce que je comprenais rien, c'est le mode Power Up. Donc là, c'est pareil qu'un deathmatch en individuel. Juste que vous avez des petites caisses où vous pouvez récupérer des armes et des power-up ou des malus. Donc là, c'est le bordel. Hein. Soit vous êtes boosté, vous allez hyper vite, soit vous avez 3 munitions, vous êtes lent, enfin bref. C'est la loterie, c'est la roulette russe. Et moi, j'ai jamais joué parce que je comprenais rien en fait. Et à la fin, évidemment, vous commencez à comprendre la chanson. Celui qui a le plus de points gagne. Ce qui était vraiment cool à l'époque, c'est qu'il y avait un mode multi qui était disponible en ligne. Et donc, bon, moi, j'ai jamais pu le tester parce qu'évidemment, les serveurs sont off. Mais il était vraiment cool à faire en ligne. Et de ce que j'ai compris des témoignages sur YouTube ou quoi que j'ai pu voir, c'est que c'était vraiment l'éclat de jouer en ligne à 13. Bon, alors, on en pense quoi de 13? Eh bien, on en pense que c'est un super jeu qui a marqué son époque et qui est franchement encore très cool à jouer aujourd'hui. Avec son style graphique unique et ses petits détails insérés un peu partout, il a su très vite conquérir le cœur des joueurs et joueuses dans le monde et devenir une référence parmi les jeux de tir à la première personne en cel shading. Il a réussi à devenir une vraie adaptation de la bande dessinée sans devenir une copie conforme de celle-ci avec 2-3 boutons pour faire avancer l'histoire, comme dans Life is Strange en fait. Hein. C'est terrible ce genre de jeu, mais voilà. En somme, même si le remake de 2020 fait un peu tâche dans la légende du jeu, ça reste quand même un excellent jeu que je vous recommande vraiment de faire. Comme dans toutes mes vidéos, si je vous parle d'un jeu ou de quelque chose, c'est quelque chose qui m'a marqué personnellement. Et là, vraiment, c'est le cas. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce jeu à la seconde où je l'ai touché pour la première fois. Son synopsis marquant et nouveau, bien que ouvertement inspiré de l'assassinat de Kennedy, il marche vraiment et il a procuré en moi une sensation très particulière que j'ai adoré en fait, et c'est pour ça que je vous parle de ce jeu aujourd'hui. Le mode multi était vraiment très cool et c'est pour ça que je pense qu'il a réussi à conquérir de nombreux joueurs et que chacun y trouve son compte en fait. Donc si vous voulez vous procurer le jeu, il est disponible donc sur GameCube, PlayStation 2 et la première Xbox. Et je vous conseille vraiment d'essayer de vous procurer l'original et de ne pas jouer au remake, qui est vraiment une atrocité. Mais si vous voulez vraiment en faire un et que vous ne pouvez pas trouver l'original, jouez au remake. Après, il s'émule très facilement l'original. Sur ce, c'était Luo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!